Accueillons maintenant les acteurs qui, en France et ailleurs en Afrique, avec le projet de Grande Muraille Verte, mènent ce combat en cohérence avec le message que porte l'Institut européen d'écologie depuis 50 ans. Alors, puis-je inviter sur scène Monsieur Mutsenart, Monsieur Grosdidier, Monsieur Thiel et Madame Fatimetou Abdelmalik. Voilà, s'il vous plaît. L'escalier juste devant moi. Voilà. Et je vais vous laisser prendre place sur les fauteuils. Bonsoir madame, bienvenue. Bonsoir messieurs. Alors je vous laisse prendre place. Et puis l'objectif de vos interventions, finalement, ça va être en 2 ou 3 minutes, un peu comme vient de le faire Sabine François, c'est peut-être d'avoir une réaction à chaud sur les différentes interventions de nos jeunes, nous dire peut-être quel message principal vous avez retenu et comment ça fait écho justement à vos engagements professionnels et à votre action quotidienne. Alors, Monsieur Mutsenart, vous êtes président de l'Université de Lorraine, est-ce que vous, au quotidien, vous sentiez le mal-être, l'éco-anxiété des jeunes, mais aussi leur rage de s'engager? Et finalement, que peut l'université avec eux ou pour eux, pour les aider à affronter le futur et à s'armer? Alors, bonsoir à toutes et à tous. L'université, c'est recherche et formation sur ces 2 piliers. La recherche, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à faire les constats, à les objectiver. Donc il nous faut plus de scientifiques. Je pense qu'on voit le rapport du GIEC, c'est un rapport de scientifiques. Ce n'est pas un rapport de politique, c'est un rapport de scientifiques. Les jeunes sont de plus en plus sensibles aux aspects environnementaux, aux aspects de société, parce que dans ces aspects environnementaux, on n'a pas parlé aussi de toutes les retombées que ça a sur des questions de pauvreté, des questions de migration, d'autres questions. Et ça a été introduit très tôt dans les enseignements parce que notre collègue qui était là tout à l'heure à l'écotoxicologie, si elle est née en 71, derrière les enseignements, il faudrait lui demander, mais ils sont venus très vite à l'université. Et c'est de la recherche que vient cette création de valeur, ces nouveaux champs qui étaient là, parce que c'était quand même regarder l'influence de molécules diverses variées sur l'environnement. Donc on est très présent, il y a une demande qui est là. Donc formation, recherche, c'est 2 réponses. Dans la formation, dans la plupart des formations, alors on travaillera avec l'Institut d'écologie, mais dans la plupart des formations, nous avons une sensibilisation à l'environnement. C'est les professeurs qui le veulent, c'est les élèves qui le demandent, ou les étudiants qui le demandent. Donc ça, on le retrouve partout, y compris, j'ai croisé des collègues qui viennent de laboratoires comme le laboratoire de métallurgie. Parce qu'on a besoin de la métallurgie, mais on veut la faire autrement. Et ça fait longtemps qu'on veut la faire autrement. Ça fait 10 ans qu'on se demande comment on peut faire autrement des métaux dont on a besoin, comment on peut les recycler, comment ils consomment moins, comment ils dégagent moins de CO2. Donc dans toutes ces dimensions-là, on est présent. Puis après, on est présent en tant qu'acteur public, responsable d'un établissement. On a fait il y a 2 ans un appel à contribution des étudiants, des personnels pour quelles sont les actions qu'on peut mettre en œuvre rapidement, changer. Voilà, on a abandonné les gobelets plastiques pour prendre des tasses lavables. Tous ces petits gestes un peu tels qu'ils sont décrits, qu'on peut avoir dans le quotidien et qui vont aider. Et là, l'université, elle doit être exemplaire parce qu'on ne peut pas d'un côté faire de la recherche sur le sujet, faire le constat, faire de la formation et ne pas s'appliquer les choses à soi-même. Alors, ça peut être difficile, ça peut prendre du temps. Les questions de mobilité, on y pense aussi. Quel type de mobilité? Est-ce que l'électrique, c'est mieux que l'hybride ou est-ce qu'il faut des mobilités encore plus douces? Ces questions-là sont posées et on est des acteurs qui sont là. Et on est aussi, avec les collectivités publiques, avec les réseaux internationaux, des acteurs qui réfléchissent à ces sujets-là pour faire ensemble et faire mieux ensemble. Alors, Monsieur Mutsenart, on a rappelé la longue histoire commune de l'Université de Lorraine et de l'Institut européen d'écologie. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le futur? Puisque quand on fête un anniversaire, on adresse des vœux également pour un futur long et prospère.
quel vœu vous formulez pour cette alliance aussi entre vos deux organisations? Je crois que Jean-David a bien dit les choses dans l'histoire et sur aussi les ruptures qu'il y a eu. Il faut qu'on fasse très attention. On a besoin de think tanks qui ne soient pas des think tanks qui soient que d'universitaires. Et l'Institut d'écologie doit nous sensibiliser, comme il le fait ce soir lors de son anniversaire, à un certain nombre de problématiques en réunissant les acteurs politiques, les acteurs de la formation, les acteurs de la recherche, la jeunesse, les citoyens. Et que de là, on travaille ensemble à comment sensibiliser, parce que ça, je crois que là, on a un plateau ce soir, et ce qui a été montré est extrêmement fort sur la sensibilisation, et faire attention de travailler en bonne intelligence, en positionnant, et la crise que nous venons de vivre, sanitaire, et je ne donnerai pas de nom ou d'exemple, nous montre que chacun doit être dans son rôle et respecté dans son rôle. C'est-à-dire le scientifique, parce que c'est essentiellement ça l'université, dans son rôle d'alerte, d'analyse qu'il a, mais qui n'est pas un rôle politique. Il peut franchir le Rubicon, mais on voit bien que ce qu'a décrit Jean-David, c'est que quand on met les deux ensemble, il y a une perte de crédibilité ou des problèmes structurels qui peuvent naître. Donc il faut que les chercheurs soient à leur place, en interaction avec des associations, et ça c'est très important pour pouvoir se nourrir mutuellement, et que derrière, on ait une interaction et une action positive sur le public. Donc on va travailler sur les dispositifs de sensibilisation. On a toujours travaillé, d'ailleurs, au CA de l'Institut, il y a Jean-Jacques, je crois, qui est là et qui est présent et qui est un militant de différents types d'actions dans la ville durable. Et je pense qu'on trouvera aisément, Marianne, le chemin à faire ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Messenart. Je me tourne maintenant vers vous, Fatimetou Abdelmalik. Alors, vous êtes une femme politique mauritanienne. Vous étiez la première femme maire en Mauritanie, si mes informations sont bonnes, et la première présidente de région en Mauritanie. Alors, quelle solution avez-vous poussé, vous, en tant que femme politique, pour la résilience des territoires que vous avez eue en gestion? Et est-ce que, dans votre parcours, certains éléments ont fait écho à ce qu'on a entendu aussi auprès de nos jeunes? Sur quoi vous avez essayé d'agir, vous? Merci. D'abord, je vais féliciter et remercier le groupe de jeunes qui étaient là, qui ont parfaitement posé les défis auxquels fait face notre planète et qui nous interpellent tous, aussi bien élus locaux que citoyens, que décideurs. Chacun de là où il est a instauré dès à présent, pas demain, un modèle économique et social qui vise à la durabilité, vise à la pérennité des actions pour sauver et faire face aux problèmes qui ont été soulevés tout à l'heure par nos jeunes. Alors, pour l'exemple de la Mauritanie, heureusement, nous ne sommes pas un pays industrialisé. Il y a quelque chose de malheureux bon. Ce qui fait que... Mais nous ne sommes pas en reste, parce que je viens d'un pays où le Sahara côtoie le Sahel. Donc, je viens d'une ville où le désert vient rencontrer la mer. C'est un très beau tableau, mais il comporte beaucoup de vulnérabilités et beaucoup de problèmes. Donc, nous sommes frappés en Mauritanie en plein fouet par les changements climatiques, les problématiques des changements climatiques, la désertification particulièrement, la rareté de l'eau, et nous sommes, si vous voulez, au niveau des élus, en tout cas, ceux qui ont pris très tôt conscience du problème, à mener des actions de sensibilisation, compte tenu de la relation intime qui nous lie avec les citoyens, à les conscientiser, à les amener à respecter et de gérer de façon rationnelle les ressources naturelles que nous avons, même si elles sont, avec les années de sécheresse que nous avons connues en Mauritanie, qui ont décimé le cheptel, qui ont, si vous voulez, aussi décimé nos ressources naturelles. Donc, bien sûr, ça a augmenté la pauvreté, accentué les inégalités, beaucoup de problèmes. Donc nous, en tant qu'élus, nous avons, compte tenu de cette situation, nous avons
si vous voulez, nous avons interpellé tous les segments des populations, aussi bien les jeunes d'ailleurs que les femmes particulièrement, à être sensibles sur ces aspects, sur ces problématiques qui, si vous voulez, à terme, vont anéantir et vont profondément, si vous voulez, modifier notre mode de vie, modifier nos comportements, etc. Et la sensibilisation vise essentiellement à ce que on puisse repenser notre mode de production, notre mode de vivre ensemble, notre mode enfin, repenser tout ce qu'il y a, même les priorités, reprendre un peu nos priorités et tout ça, parce que nous sommes confrontés à une problématique extrêmement importante qui peut anéantir tout le monde. Donc, nous avons mené des actions de reboisement au niveau des quartiers, nous avons mené d'autres actions dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, contre la discrimination, etc. Parce que tout ça verse dans la même problématique, parce que essentiellement ça, voilà. Alors j'aurais plein de questions parce que votre intervention en fait naître beaucoup, mais d'abord, je trouve que depuis tout à l'heure, on dit voilà, les jeunes vont interpeller les élus et les sensibiliser. Et puis finalement, vous me dites, bah, moi aussi en tant qu'élu, j'ai sensibilisé les gens. Oui. Alors, mais qui sensibilise qui finalement? Écoutez, en tant qu'élu, moi je pense que je suis mieux placée que quiconque, même si les jeunes sont des élus potentiels. Hein, donc, je suis placée que quiconque pour sensibiliser ma population, parce que compte tenu, comme j'avais dit tout à l'heure, de la relation intime qui m'est liée avec ces populations, la proximité, mais surtout compte tenu de la connaissance parfaite que j'ai des territoires et des défis qui sont liés à ces territoires. Donc, je pense que les élus doivent être à l'avant-garde de tout ça, parce que maintenant, il faut qu'ils soient eux-mêmes conscients de la problématique, et il faut qu'ils soient engagés eux aussi, sinon on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit. Voilà. Merci. Alors, Monsieur Grosdidier, en tant que maire de Metz, président de l'Eurométropole, vice-président de la région Grand Est, vous, justement, cette question de la sensibilisation, qui sensibilise qui, et qui, finalement, du décideur ou du citoyen, a le plus de mal à passer à l'action. Quelle analyse vous auriez au regard de votre vécu d'élu local? Je vais dire... faut allumer votre micro. Citoyen ou élu, les deux. Je voudrais d'abord dire un mot pour vous remercier sur cette organisation. On aurait pu, Marianne, à l'occasion des 50 ans, finalement faire quelque chose de très rétrospectif, et puis on aurait été entre anciens combattants à raconter de souvenirs merveilleux avec Jean-Marie Pelt, de ces moments où on a été à la fois émus et en même temps où nous avons reçu les uns et les autres une éducation à l'environnement. D'avoir donné la parole aux jeunes, comme vous l'avez fait avec ces pitchs, d'avoir ouvert les perspectives. Pour ces 50 ans, ça montre bien que c'est une nouvelle page de l'Institut européen d'écologie qui s'écrit à partir de cet anniversaire, qu'on n'est pas dans la nostalgie et qu'on est vraiment dans le renouveau de cet institut qui, c'est vrai, il y a quelques années, n'était plus que l'association support de Jean-Marie Pelt qui rayonnait à travers l'Europe et le monde, et qu'il s'agit de poser le défi aujourd'hui de la revitalisation de cet institut, de son redéveloppement. Et vraiment, là, ces 50 ans, les pitchs de ces jeunes, les actions qui sont amorcées nous démontrent que c'est reparti. Aujourd'hui, cet Institut européen d'écologie qui ne peut plus tourner uniquement autour de la personne de son regretté fondateur, mais on repart dans une grande aventure collective, avec une mission qui est effectivement de diffuser la culture écologique, de faire de l'information, de la formation, de la sensibilisation. J'espère qu'elle se développera en rapport avec l'université, mais pas seulement. Elle a vocation à former des animateurs, à diffuser une culture, et comme je le disais avec Patrick tout à l'heure sur le parvis,
à Metz, l'écologie est une culture. Alors, je ne parlerai pas, pour répondre à votre question, de mon rôle là au titre de la région, parce que Sabine François l'a parfaitement fait. Elle dirige donc la directrice du développement durable à la région. Elle l'a parfaitement dit. Donc, au niveau local, en insistant sur un point, j'ai été parlementaire, j'ai parfois désespéré. Je m'en suis parfois pris plein la tête en ayant, sous l'influence de Jean-Marie Pell, souvent des positions très minoritaires au sein de mon groupe, mais hélas aussi souvent au Parlement où les lobbies sont très transcourants. Mais j'ai jamais désespéré complètement, même si j'ai été... Vous y avez pensé. Pour moi, le Grenelle de l'environnement était, par exemple, un formidable moment de bonheur et le sentiment qu'on avait passé un cap irréversible. Quand on est passé aux travaux pratiques, ça a été infiniment plus difficile et c'est toujours là que le bas blesse. Il en est de même pour les COP qui ont été parfois l'annonce de perspectives qui pouvaient sembler très, très rassurantes pour l'humanité. Et puis après, les COP suivantes qui ont plutôt été les constats des très faibles avancées et de l'absence de concrétisation. Mais ce qu'on doit se dire d'abord, qu'on soit citoyen, qu'on soit élu comme nous le sommes, qu'on soit responsable de cette situation dans le pays, c'est que si chacun fait ce qu'il peut faire à son niveau, eh bien, on progresse dans le bon sens. Et à l'échelle d'une ville et d'une métropole, il y a quoi? Il n'y a pas seulement, et on va le soutenir, cet effort autour de l'Institut pour sensibiliser, il y a à agir concrètement. Agir concrètement, c'est quoi? C'est végétaliser les cours d'école, c'est faire revenir la nature dans la ville. On sait que les végétaux ne sont pas simplement, comme l'écrivait Jean-Marie Pelt, nécessaires à l'harmonie, au bonheur dans la ville, mais sont les meilleurs purificateurs de l'air et les meilleurs climatiseurs que nous puissions avoir. On parlait des transports. Oui, c'est pas que voiture ou transport collectif, parce qu'il y a des voitures électriques et il y a des bus au diesel. C'est basculer, c'est ce qu'on s'efforce de faire, basculer notre système de transport collectif sur l'hydrogène et sur l'hydrogène vert, c'est-à-dire produit par panneaux photovoltaïques. C'est ne plus autoriser une toiture terrasse qui soit pas ou végétalisée ou couverte de panneaux photovoltaïques. Je pourrais continuer la liste, c'est simple, c'est ce qu'on fait avec l'ALEC, avec Julien Vic, c'est vraiment vouloir booster la rénovation thermique, tout simplement, sur lesquelles nous sommes extrêmement en retard, tant dans le parc privé que dans le parc public. Je ne peux pas continuer le catalogue à l'après-vert, mais c'est simplement agir très concrètement. Je pourrais parler du tri, du chauffage urbain, de l'économie circulaire. Voilà, c'est simplement être très concret et effectivement de façon très transverse dans tous les aspects politiques d'une collectivité publique, faire ça à la ville, on va faire ça à la métropole, effectivement, et c'est comme ça qu'on peut inverser les tendances. Et on ne se renvoie pas la balle entre élus et citoyens. Je peste contre les citoyens qui ont un comportement même très peu vertueux sur le tri. Souvent d'ailleurs, on fait très bien passer le message par les écoles et par les enfants, nous avons notre responsabilité, chacun en a, et chaque citoyen, même dans une économie de marché, à partir du moment quand il fait son choix d'achat, s'il achète des produits bio, s'il achète des produits issus du commerce équitable, est un acteur de ce changement. Voilà, nous sommes tous responsables, chacun fait le maximum à son niveau de responsabilité, choses avancent, et c'est ce que je m'efforce de faire, mais comme plein de collègues, chacun dans nos responsabilités. On retient votre invitation, effectivement, à faire de son mieux là où on est. Et merci, Monsieur Grosdidier. Et maintenant, alors, Monsieur Thiel, je m'adresse à vous, qui êtes donc conseiller départemental de la Moselle, adjoint au maire de Metz, évidemment aussi, et conseiller eurométropolitain. Mais surtout, et vous l'avez rappelé devant le centre des congrès tout à l'heure, vous êtes un diplômé de l'Institut européen d'écologie. Alors, je ne sais pas s'ils sont très nombreux dans la salle, mais alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous c'est partagé par une certaine génération. Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous en retenez en fait de ce diplôme, du message qui finalement peut-être vous a porté ensuite, peut-être vous porte encore aujourd'hui en tant qu'élu local? Oui, votre question est éminemment personnelle, mais je vais tout à fait y répondre, c'est intéressant. Mais d'abord, je voudrais évidemment féliciter, comme l'a fait François Grosdidier, les organisateurs. Déjà, oui, pour reprendre la parole qu'a dit François, on ne regarde pas en arrière. Bon, là, vous m'y prêtez, on va regarder un petit peu, mais on ne regarde pas en arrière, et ça me fait penser que justement, un des chapitres du livre dont je faisais référence tout à l'heure, L'homme renaturé, il y a un chapitre de Jean-Marie Pell qui dit « Ne regrettons pas la chanson des temps anciens ». Et je crois que effectivement, c'est important. Félicitations aussi au passage, et c'est un petit clin d'œil pour votre animation. Voilà. Alors, moi, je vais rebondir sur votre question en parlant de ce que nous avons entendu des jeunes. C'est passé du cri de colère en passant par les recommandations scientifiques et pour finir, si vous me le permettez, à la fois par la philosophie des deux dernières qui menait vers la poésie. Eh bien, quand vous me demandez qu'est-ce que je retiens de mon diplôme universitaire d'écologie, c'est cela. Et je voudrais le dire au président Mutsenart, qui est là. Je crois à un institut européen d'écologie néanmoins universalisé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, comme l'a rappelé tout à l'heure le président David, l'Institut européen d'écologie était universalisé, il a posé quelques problèmes, puis ensuite on s'est séparés. Je crois que c'est un petit peu regrettable parce que ce qui nous manque aujourd'hui, globalement, dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre université, nos grandes écoles, c'est une trop grande spécialisation et de ne pas laisser la place à ce que j'appellerais les écoles de pensée. Et l'Institut européen d'écologie universalisé était une école de pensée. C'est-à-dire que l'on mélangeait, comme l'ont fait d'ailleurs vos témoins tout à l'heure, la science et la philosophie, la nature et l'homme, la botanique et la sociologie. Et c'était ça qui en faisait toute sa patte et tout son intérêt, et qui nous permettait de déborder même le champ de l'écologie, qui aujourd'hui doit le déborder, merci pour votre parole et votre témoignage, en disant qu'il y a aussi écologie et pauvreté, écologie et accentuation des déséquilibres sociaux, des déséquilibres territoriaux, des déséquilibres financiers. On a beaucoup parlé de la fracture sociale, il y a aussi une fracture territoriale. Pourquoi? Il y a une fracture culturelle. La fracture territoriale, pourquoi nous avons tant besoin des mobilités? Parce que nous avons pensé, dans une école de pensée, qui s'appelait celle des urbanistes de la Charte d'Athènes, qu'il fallait que la ville s'organise autour de ses fonctions. Et ça tournait le dos à toute une tradition qui allait de l'Antiquité, pour nous les Romains, en passant par le Moyen-Âge, ou voire même le décret, j'allais dire, impérial de Napoléon III avec Haussmann de refaire Paris. Toute cette tradition-là a été perdue par cette charte d'Athènes qui a décrété que les villes devaient s'organiser par un urbanisme où ici on loge, ici on travaille, ici on se nourrit, et ailleurs encore, je dirais, on a les loisirs et la culture, etc. Or, on sait que tout ça est complètement imbriqué. Et comme il y avait des distances en ces différents quartiers, nous en sommes à Metz les héritiers. Ici, on produit, c'est toute la zone industrielle avec l'automobile. Ici, on consomme, ce sont à la fois nos aires commerciales du sud messin ou du nord messin, avec ses grandes surfaces. Et ailleurs, heureusement, il nous a été légué aussi des instruments de culture qui sont dans la centralité. Et pour relier tout ça, il fallait passer par les mobilités. Alors aujourd'hui, on essaye évidemment de sortir, mais comment peut-on changer ça du jour au lendemain? C'est impossible. Alors, on va faire des mobilités douces, et c'est bien. Moi, je me déplace, comme vous le savez, toujours à vélo, quand je le peux, mais c'est très important. Il faut que nos pistes cyclables soient continues et non pas interrompues. Il faut qu'on en ait davantage. Et comme je représente le président Weiten, je ne voudrais surtout pas oublier que le département s'occupe encore des routes et que nous devons aussi réfléchir à nos collégiens et aux autres qui peuvent être appelés à aujourd'hui aller de la maison au collège
par des pistes cyclables. Oui, je crois que, vous voyez, il faut qu'on passe, on a besoin des écoles de pensée et ensuite on passe à l'action, comme l'a dit François Grosdidier. Je voudrais vous dire, par exemple, j'ai cité les mobilités douces et de faire des pistes cyclables, même sur les routes départementales ou à côté des routes départementales. Mais il n'y a pas que ça. Quand j'étais élu régional, j'ai souhaité ne plus m'y représenter, mais quand j'étais élu régional, on a beaucoup travaillé sur les marchés publics et les clauses écologiques dans les marchés publics. Eh bien voilà, je réponds au coup de gueule de Pablo, qui était un peu en colère. Les élus ne sont pas immobiles, ils ne font pas rien. Nous avons complètement redéfini les règles des marchés publics et que j'ai eu le privilège de m'en occuper avec une autre élue d'Alsace. Et j'ai souhaité que ce principe s'appelle Orchidée. Alors ne me demandez plus ce que veut dire l'acronyme, c'est Organisation régionale des marchés publics et je ne sais pas quoi. Mais pourquoi j'ai tenu à l'Orchidée? Pour rendre hommage à Jean-Marie Pelt. Parce que Jean-Marie Pelt m'a appris une chose, et c'est là que les domaines de compétences universitaires se croisent. Il nous a dit, l'orchidée est au sommet des plantes. L'homme est au sommet des animaux. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait une orchidée? Moi, je n'achète jamais d'orchidées. Elles sont dans la nature. Mais si on veut des orchidées chez soi, vous aurez remarqué que c'est la seule fleur où on est obligé d'avoir une petite éprouvette avec un tas de choses dedans. Et c'est comme ça que l'orchidée finit par vivre et continue à vivre. Et pourquoi on est obligé de mettre une éprouvette? Parce que c'est la fleur idéale du sommet, très complexe, mais complètement socialement dépendante de son environnement. Il lui faut une mousse, il lui faut de certains arbres, il lui faut certains champignons, et là surgit l'orchidée. Eh bien, pour faire l'homme, c'est pareil. Il nous faut un environnement. Vous savez, les histoires de Remus et Romulus qui ont bâti tout seul en tétant une louve, ça n'existe pas, c'est la légende. Parce que si vous abandonnez un petit homme, il meurt s'il est seul. Il est socialement dépendant. Donc plus on est évolué, plus on est fragile. Et plus on est fragile, plus on dépend des autres. Et c'est comme ça que l'écologie débouche sur la fraternité. Et voilà donc la leçon que vous avez partagée avec nous ce soir. Merci, Monsieur Thiel. Merci, messieurs, d'avoir partagé vos points de vue. Je voudrais maintenant proposer à Fatimetou de rester avec nous. Et je proposais à Sarah Toumi de nous rejoindre pour la dernière séquence de notre soirée dédiée à la Grande Muraille Verte. Alors, pourquoi le choix de ce sujet? Parce que l'Institut européen d'écologie, cette semaine, alors d'abord fidèle à son sujet principal. La biodiversité mondiale était déjà un sujet d'exploration, de recherche, de valorisation pour Jean-Marie Pelt, qui était, il l'a dit tout à l'heure, allé jusqu'en Afghanistan. La biodiversité aujourd'hui, c'est un sujet d'inquiétude pour nos jeunes générations, on l'a entendu tout à l'heure. Et les films que nous voyons au festival sensibilisent bien à cette thématique. Donc c'est évidemment une thématique qu'on avait à cœur de traiter concrètement ce soir, d'autant que c'est la semaine de la Grande Muraille Verte à Metz et chez Michel Coquet, puisque nous en parlons maintenant, mais à la FIM, vendredi, à 11h, sera aussi inaugurée l'exposition photo sur la Grande Muraille Verte, avant que vendredi soir à 20h ne soit diffusé au club le film La Grande Muraille Verte. Je vous propose d'abord qu'on regarde la bande-annonce de ce film, et puis nous discuterons ensemble après de ce projet. Bienvenue, Sarah. My home is embattled by desertification and drought, migration and conflict. Restoring the land is a matter of survival. It's up to us to create an African dream. In the ecosystem, the economy of communities and villages, the future generation will hold us accountable. If people can't work their land, millions across the region will be forced to migrate. The Great Green Wall, it's not just about planting trees.
It has to become a movement from the whole continent, from the whole world. Alors, si cette bande-annonce vous a alléché, donc allez vite réserver vos billets pour un cinéma vendredi soir. Donc c'est au club. Alors, peut-être au-delà des très belles images que nous venons de découvrir, Fatimetou, est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet très concrètement? Voilà, comment la Mauritanie que vous représentez ce soir... Oui, il fonctionne, votre micro. Comment la Mauritanie est engagée dans ce projet? En quoi il consiste, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore? Oui, merci. Alors, pour revenir un peu sur la Muraille Verte et donner un aperçu sur la Muraille Verte, c'est une initiative phare de l'Union africaine pour traverser toute l'Afrique, reboiser un couloir de 15 km sur une longueur de plus de 7000 km. Donc, elle va de Dakar à Djibouti. Alors, elle traverse 11 pays. Et chacun des pays a créé une agence à sa manière, une agence de Muraille Verte, une agence nationale de Muraille Verte. D'accord. Donc, pour la Mauritanie, nous avons créé la nôtre. Et mieux que ça, le siège du secrétariat exécutif de la Muraille Verte se trouve à Nouakchott, en Mauritanie. Donc, c'est une opération de reboisement qui traverse 6 régions en Mauritanie, 15 départements et 45 communes. Donc, la Mauritanie est un très vaste pays, donc plus d'1 million de kilomètres carrés, aux 3/4 désertiques. Donc, il est tout à fait normal que la Muraille traverse ce pays sur une longueur de plus de 1100 km. Et l'objectif ultime, justement, de cette Muraille Verte, c'est de reboiser, comme j'avais dit tout à l'heure, un couloir d'une largeur de 15 km, mais pas que ça. Mener des actions intégrées au profit des populations, comme j'avais dit tout à l'heure, qui sont pauvres, qui ont été frappées par la désertification et qui a bouleversé leur mode de vie. Il y a même ce qu'on appelle chez nous l'exode rural, donc c'est quand les populations affluent vers des centres urbains à la recherche d'un lendemain meilleur. Et ça fait un casse-tête pour nous, les gestionnaires de l'urbain, donc les bidonvilles, la pauvreté, tout ce que vous connaissez comme mot de grande agglomération. Donc, la Mauritanie, donc j'avais dit tout à l'heure, a créé son agence nationale en 2013. Et donc, elle a mis une bonne contribution en termes de financement, en plus de la contribution des partenaires. Et c'est quelque chose qui est, si vous voulez, d'actualité, si je peux dire, d'actualité au niveau du pays, et pour lequel tout le monde est interpellé, particulièrement les élus locaux, les populations, les communautés locales. Et nous avons, pour cela aussi, mis à contribution plusieurs segments de population, particulièrement les jeunes et les femmes, mais surtout une accumulation de la mise à contribution, la mise à profit d'une accumulation d'expériences qui n'est pas nécessairement académique. Donc, c'est des expériences au niveau des communautés qu'on a pu faire valoir, et ce qui est très important. Voilà. Alors, finalement, on voit que de ce projet un peu avec une ambition folle, en fait, enfin, vous vous rendez compte, planter une bande d'arbres qui fait 8000 7000 voilà, kilomètres sur 15 km, ça fait des millions et des millions d'arbres à planter. 11,7 millions kilomètres carrés. Mais voilà, de ce défi, on voit plein d'atouts aussi pour la création d'emplois et même voilà, la lutte contre le terrorisme, parce que lutter contre la pauvreté, c'est aussi lutter contre le terrorisme. Alors, ce projet était
super ambitieux. En Europe, on ne fait même pas des projets comme ça, Sarah. Et on en est où, finalement, concrètement, sur l'avancement de ce projet? On sait que le sujet a été abordé au One Planet Summit à l'Elysée début 2021. Voilà, on en était où à ce moment-là au niveau de l'état d'avancement et qu'est-ce qu'il reste à faire encore? Bonsoir à tous et à toutes. Je travaille à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et je suis en charge de l'accélérateur de la Grande Muraille Verte qui a été lancé justement au One Planet Summit en janvier 2021 par le président de la Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et le président Macron en France. Comme l'a dit Madame, la Grande Muraille Verte, c'est un projet très ambitieux, mais très important, puisqu'il touche à tous les aspects du développement. On parle à la Convention des désertification en anglais, de land-based recovery. Pour nous, la Grande Muraille Verte, c'est l'exemple même de comment on peut restaurer, développer des espaces tout en conciliant la restauration des écosystèmes et le bien-être humain. La Grande Muraille Verte, ce n'est pas seulement la plantation d'arbres. Je tiens à le préciser, c'était dit dans la vidéo, mais c'est très important de le dire. Ce n'est pas seulement planter des arbres pour faire un mur dans le désert, c'est pas ça. La Grande Muraille Verte, nous on le définit comme 5 piliers d'action. Et ça, c'était déjà une innovation lors du One Planet Summit en janvier, c'est que donc, le président de la Mauritanie s'est engagé à proposer donc, ces 5 nouveaux piliers d'action qui ne sont pas seulement de la plantation d'arbres, mais c'est aussi l'investissement dans les chaînes de valeur agricoles durables, dans l'agroécologie, c'est l'accès à l'énergie propre, c'est la restauration des terres et la gestion durable de l'eau, mais également la bonne gouvernance, la stabilité, la préservation de la sécurité et aussi le renforcement de capacités. Alors on en est où? Au bout de 15 ans, cette initiative, elle a eu des hauts, elle a eu des bas. Bon, à ce jour, environ 18% du projet ont été réalisés. C'est peu, en même temps, c'est beaucoup. Parce qu'il faut voir qu'on est dans une région qui est un hotspot de biodiversité, qui est un hotspot d'insécurité et aussi un hotspot de problématiques de développement. Donc ce n'est pas la région la plus facile pour se lancer dans un projet aussi ambitieux. Notre ambition, elle est assez simple. D'ici 2030, c'est de créer la plus grande solution fondée sur la nature au monde et un exemple africain pour la planète, pour l'humanité, pour résoudre les plus grands défis. Et notre objectif, c'est de restaurer 100 millions d'hectares, créer 10 millions d'emplois et séquestrer 250 millions de tonnes de carbone. Et pour ce faire, on ne peut pas le faire tout seul. Les pays ne peuvent pas le faire tout seuls, ce n'est pas l'Europe qui va guider cette action. Ça doit être ce qu'on appelle au sein du One Planet Summit une coalition. C'est ce qui a été créé pendant le One Planet Summit et j'ai eu la chance de participer à ces efforts. Et je le dis dans cet espace parce que, comme vous l'avez remarqué, je suis entre la génération des boomers et la génération des Y. J'ai eu la chance d'être engagée très tôt dans la lutte contre la désertification dans une autre région qui est l'Afrique du Nord, la Tunisie, où j'ai passé 10 ans à lutter contre la désertification, à monter des filières agroécologiques avec notamment des femmes. Et pour moi, ce combat de la Grande Muraille Verte, il est très important parce qu'on n'a plus le temps en fait de réfléchir, on n'a plus le temps de se poser des questions. On doit avancer, on doit agir et on doit agir à l'échelle. Et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir réunir, comme on le fait au sein de l'accélérateur, à la fois les pays, les acteurs de terrain, mais aussi les acteurs financiers, pour réfléchir à comment améliorer ou repenser les outils de financement pour qu'ils soient vraiment adaptés et qu'ils aillent rapidement sur le terrain changer les choses. Et est-ce que nous, chacun d'entre nous, ce soir, à titre individuel, nous pouvons appuyer ce projet d'une manière ou d'une autre ? Alors déjà, je vous invite à aller voir le film vendredi. Voilà. Pour commencer. Déjà, de s'informer, de découvrir ce qui se passe en Afrique, sur le continent. C'est une initiative, comme je le rappelle, africaine, portée par l'Union africaine,
porté par des personnes comme Madame, qui s'engagent au quotidien. Et je pense que c'est un exemple aussi pour tous les jeunes et les décideurs que l'on a vus, un exemple que, eh bien, malgré les difficultés, on peut changer les choses, et avec très peu de moyens. Comment s'engager Aujourd'hui, vous pouvez vous engager à l'échelle de votre commune, de votre ville, par exemple. C'est ce que fait la ville de Metz avec la ville de Nouakchott. Nous, on encourage énormément les associations et les villes à créer des jumelages et des projets de jumelage dans ces questions d'écologie. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas seulement planter des arbres, hein, ça peut être des entreprises en France qui vont aller travailler avec des coopératives de producteurs sur des modèles de commerce équitable, d'agroécologie au Mali ou en Éthiopie pour favoriser des nouveaux modèles de production et de consommation qui vont toucher du coup à la fois vous, les consommateurs, nous, en Europe, qui ont donc une action à travers leurs achats, mais également améliorer le quotidien de nombreuses personnes. Merci, mesdames, pour votre témoignage. Fatimetou, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose aussi pour nous inciter à nous engager, alors pour la Grande Muraille Verte ou pour nos forêts à nous, parce qu'on a aussi parlé de nos problématiques tout à l'heure. Comme elle a dit tout à l'heure, il faut nécessairement affirmer ou s'acheminer vers une coopération décentralisée. C'est ça qui va aider les villes entre elles, les communes entre elles, à appréhender la problématique, parce que la Muraille Verte, comme elle a dit, c'est très ambitieux. Et 18%, c'est une goutte dans l'océan, mais cette fois-ci, un océan de désert. Donc c'est... Voilà, le tout, c'est de pas reculer, déjà. Merci, mesdames. Merci pour vos témoignages.